Le 19 octobre 2017, les astronomes du monde entier sont témoins d'un événement unique. La visite du tout premier objet céleste d'origine interstellaire. Du moins, le premier officiellement observé. D'abord considéré comme une comète, il sera relégué au rang d'astéroïde. Et si le nom administratif de A2017-U1 ne vous dit probablement rien, vous connaissez sans doute son surnom. Oumuamua. Emprunté de la langue hawaïenne, il résonne désormais dans les têtes de tous les astronomes amateurs et professionnels. Oumuamua est un petit corps céleste de 120 mètres de long et 400 mètres de large, qui nous vient tout droit de l'espace interstellaire. Il s'est approché au plus près du Soleil en septembre 2017 et passé à moins de 30 millions de kilomètres de la Terre. À son périhélie, il filait à plus de 87 km/s, soit environ 315 000 km/h. 12 fois plus vite que la Station spatiale internationale. Robert Verick, son découvreur, a réussi à calculer sa trajectoire passée et également sa trajectoire dans le futur. Cet astéroïde s'est approché beaucoup trop près de notre étoile pour être ensuite rattrapé par l'attraction gravitationnelle de ce dernier. C'est donc la première et la dernière fois que l'on l'observe dans le système solaire. Et probablement dans toute l'histoire de l'univers. C'est un passage unique. J'ai déjà consacré 2 vidéos à ce sujet. Une où je reviens sur les théories loufoques à son encontre, et une autre consacrée à ce qui semble être sa véritable origine. Si vous avez déjà regardé ces épisodes, vous savez de quoi je parle, et pour ceux qui ne les ont pas vus, un petit récap s'impose. Oumuamua est très probablement le débris d'une planète naine de type Pluton qui est entrée en collision avec un autre corps céleste. Les débris propulsés dans l'espace ont été éjectés tellement fort qu'elles ont quitté leur système solaire d'origine. Et A2017-U1 en fait partie. Dérivant dans l'espace malgré lui, il s'est retrouvé perdu dans le milieu interstellaire pendant plusieurs millions, voire possiblement milliards d'années, avant d'être progressivement attiré par le Soleil et de visiter le nôtre de système solaire, notamment intérieur avec les planètes telluriques pendant quelques mois, puis de repartir tranquillement comme si de rien n'était, et de ne jamais revenir. Cependant, sa forme de cigare géant, sa composition chimique étrange et sa surface rouge sombre ont amplifié la caisse de résonance des partisans de la vie extraterrestre, voyant en Oumuamua un vaisseau alien. Cette théorie est devenue tellement populaire que le SETI, le Programme international de recherche de la vie extraterrestre, a utilisé le radiotélescope Green Bank en Virginie occidentale pour analyser l'objet. Évidemment, on n'a absolument rien trouvé. Oumuamua ne reflète rien à part la lumière du Soleil. On pourrait penser que ce possible vaisseau spatial soit abandonné, ou bien en reconnaissance, en espionnage. Mais bon, là, on s'éloigne un petit peu trop du rationnel. Et comme les partisans de cette théorie sont assez tenaces, on pourrait même accuser le SETI de trafiquer les résultats pour cacher la vérité, sans comprendre que c'est la raison même de leur existence, trouver de la vie extraterrestre. Donc bon, ça me paraît légèrement improbable, hein. Mais que ce soit les scientifiques ou les partisans d'une théorie un petit peu absurde, ils sont au moins d'accord sur une chose. Visiter l'astéroïde. Ce serait quand même dommage de rater une occasion comme celle-ci, d'autant plus qu'on ne peut pas prévoir à l'avance le prochain visiteur interstellaire qui va venir nous faire un petit coucou. Oumuamua a été analysé sous toutes ses coutures par des radars et des radiotélescopes du monde entier pendant plusieurs mois, mais il ne s'est pas approché suffisamment de la Terre pour avoir de belles images en lumière visible. Alors pourquoi ne pas envoyer une sonde spatiale pour rattraper l'objet avant qu'il ne soit trop tard? Déjà, sa trajectoire n'est pas dans le même plan que l'écliptique, celui sur lequel les planètes tournent autour du Soleil. Oumuamua vient du nord céleste, juste à côté de l'étoile Vega, et repart vers ce même nord, mais à un autre endroit. En gros, ça c'est le Soleil, ça c'est le plan de l'écliptique, et Oumuamua passe juste comme ça. C'est pour ça qu'il est uniquement détectable dans l'hémisphère nord. Bien que sa vitesse ait drastiquement baissé depuis son périhélie le 9 septembre 2017, on estime sa vélocité à 27 km/s en 2023, soit un peu moins de 100 000 km/h. C'est plus rapide que la grande majorité des sondes spatiales. Aujourd'hui, l'objet s'éloigne de 850 millions de kilomètres par an. En 2034, elle atteindra les 100 unités astronomiques, c'est-à-dire qu'elle sera 100 fois plus loin du Soleil que ne l'est la Terre, à environ 15 milliards de kilomètres. C'est 3 fois plus loin que l'orbite de Pluton. J'aime autant vous dire qu'il faudra se dépêcher pour le survoler parce qu'il file très vite dans l'espace. Et un tel projet doit répondre à des contraintes très particulières.
Il faut savoir que la durée de vie d'une mission dépend avant tout du carburant de la sonde et de la taille de son réservoir. On pourrait envoyer des mastodontes assemblés en orbite et avoir une quantité incroyable de fuel pour prolonger la durée de vie de la mission. Mais c'est trop compliqué et surtout beaucoup trop cher. Déjà que les agences spatiales sont assez tatillonnes en termes de budget, il faut économiser un maximum d'argent possible, et ça peut se comprendre. C'est pour ça que les sondes spatiales sont petites, faisant à peine la taille d'une voiture, et que les ergols servent à ajuster la trajectoire et l'attitude de la sonde après avoir quitté l'influence gravitationnelle de la Terre. Dans l'espace, on ne va jamais en ligne droite, mais toujours en trajectoire de chute libre, à cause de la gravité du Soleil. Et aller aux confins du système solaire nécessite beaucoup de fuel. Heureusement, on a une solution pour alléger ça. Jupiter. Toutes les sondes qui sont en train de quitter le système solaire sont nécessairement passées par Jupiter, la plus massive de toutes les planètes. En s'approchant de la géante gazeuse, cette dernière nous attire et nous fait accélérer de manière drastique. On a donc un gain de vitesse gratuit et qui ne nécessite pas d'ergols supplémentaires. Le problème, c'est que Jupiter n'est pas tout le temps accessible avec la Terre, parce qu'elle met 12 ans à tourner autour du Soleil, et donc sa position change. Si vous voulez vous rendre à un endroit précis, il faut que la Terre, Jupiter et votre destination soient un minimum alignés ou au moins calibrés, pour qu'on ait un angle pas trop large. New Horizons, la sonde qui a survolé Pluton en 2015, a été contraint à un développement chaotique. Quand le projet a finalement été avalisé en 2001, la meilleure configuration pour une assistance de Jupiter nécessitait un départ depuis la Terre en 2004 ou en 2006. Au-delà de ce temps imparti, la géante gazeuse n'était plus accessible avant une dizaine d'années, en tout cas pour aller sur Pluton. Bon, heureusement la sonde a bien décollé en janvier 2006. Mais qu'en est-il du survol d'Oumuamua ? Revenons donc en octobre 2017. Dans l'euphorie de la découverte, un projet est lancé. C'est le projet LIRA, fondé par l'Initiative of Interstellar Studies, qui est une branche de la British Interplanetary Society. C'est un organisme à but non lucratif et en termes de projet d'études, ils ont de la bouteille. Ils ont par exemple bossé sur le projet de vaisseau interstellaire Daedalus dans les années 70, dont j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, ou plus récemment de la mission Dragonfly. Évidemment, c'est un projet d'étude. Le but, c'est de réunir suffisamment d'ingénieurs autour d'une table à dessin pour concevoir une sonde qui, si jamais elle était lancée, répondrait à toutes les caractéristiques et à toutes les contraintes nécessaires. Problème, à l'heure où cette vidéo est publiée, 6 ans après le passage d'Oumuamua, aucun projet n'a encore été avalisé. Aucun scientifique ne travaille actuellement dans une salle blanche à la conception d'une sonde pour partir dans l'espace et rattraper notre astéroïde, ou alors du moins ça n'a toujours pas été communiqué. Sauf qu'ils ont une excuse à ça, c'est que l'IIS travaille toujours sur des possibles scénarios. En 6 ans, ils ont eu le temps de calculer un nombre colossal de trajectoires possibles, y compris le lanceur à utiliser. Et ouais, n'oubliez pas que la charge d'une sonde dépend surtout de son premier étage et de sa capacité à l'envoyer en orbite. Dès que vous êtes en orbite autour de la Terre, vous avez fait quasiment la moitié du chemin. Mais lequel ? Une Ariane 6 ? Une Falcon Heavy ? Une Delta IV ? Une Atlas ? Difficile à dire. Le projet n'est pas définitif, mais chaque scénario ont tous un point commun. Il faut impérativement utiliser une assistance gravitationnelle. Soit Jupiter, soit dans certains cas le Soleil lui-même. C'est pratique, ça augmente la vitesse sans ajouter du carburant, et c'est utile pour quitter efficacement le plan de l'écliptique. Parce que ouais, Oumuamua, il n'est pas dans le plan de l'écliptique, il file vers le nord. Lors de son passage en 2017, on pensait qu'il imprimait une vitesse trop importante pour être rattrapé. Aujourd'hui, on sait qu'il est possible de l'atteindre, mais le voyage risque de prendre des décennies. Il faut pouvoir aller beaucoup plus vite que 100 000 km/h pour avoir une chance de le retrouver. En mars 2023, l'IIS a proposé un scénario dans lequel l'hypothétique sonde décolle de la Terre avec une Ariane 6 en 2031. Elle irait directement vers Jupiter pour être boostée sans passer par le Soleil, Vénus ou Mars. Problème, après son assistance gravitationnelle, elle n'atteindra Oumuamua qu'en l'an 2175. Ouais, moi j'ai pas trop envie d'attendre la fin du 22e siècle. Bon, faut trouver autre chose.
Un autre schéma prévoit un lancement pour 2030 et atteint Jupiter 1 an et demi plus tard. Et puisque la géante gazeuse se trouve 1 an plus tôt dans son orbite, le changement d'angle à effectuer est plus important, donc l'assistance gravitationnelle doit l'être aussi et imprimer quasiment 2 fois plus de vitesse pour rejoindre Oumuamua en l'an 2086. Eh oh, on a fait des progrès. Bon, un demi-siècle de voyage, c'est quand même assez long. Bon, cela dit, c'est à peu près la durée de vie de Voyageurs 1 et 2 par exemple. Et on peut toujours les contacter, même si c'est très compliqué. Une autre solution implique ce qu'on appelle une manœuvre d'Aubert. Le but, c'est de prendre un maximum de vitesse avant d'arriver vers Jupiter. Et avant cette assistance gravitationnelle, il en faut d'autres. Pour ça, il faut s'approcher plusieurs fois du Soleil et avoir une assistance de la Terre et de Vénus. Et ouais, la sonde, elle peut partir valdinguer dans l'espace, dans le système solaire intérieur, avant de revenir juste à côté de nous pour repartir vers Jupiter. Mais au moins, elle sera repartie avec plus de vitesse que si elle avait juste quitté directement l'orbite basse. Mais si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que l'on ne s'approche pas du Soleil n'importe comment. Ces contraintes impliquent d'avoir un vaisseau extrêmement léger, de quelques centaines de kilos tout au plus, et un bouclier thermique blanc qui protège les composants électroniques comme Parker Solar Probe. En quittant le plancher des vaches avec une Falcon Heavy de chez SpaceX le 30 août 2026, la sonde survolera plusieurs fois la Terre et Vénus avant de nous quitter définitivement le 16 mai 2031 avec un dernier passage. Elle rejoint Jupiter 1 an plus tard, reçoit une accélération qui augmente sa vitesse initiale de 11,9 km/s en plus, et file vers Oumuamua qu'elle atteindra en l'an 2057. Là tout de suite, pour un départ à la fin de la décennie, ça semble déjà beaucoup plus fiable. Mais bon, 2057 quoi. Alors évidemment, je le répète, rien n'est définitif. D'autres scénarios sont envisageables, dont celui-ci qui envoie la sonde vers Jupiter avant de revenir vers le Soleil en 2035, avec une vitesse de pointe de 258 km/s, soit 928 000 km/h, et se faire catapulter directement par celui-ci pour rejoindre l'astéroïde à la vitesse de croisière de 207 000 km/h et finalement le rattraper en l'an 2052. Bon, imaginez que ça marche. Imaginez qu'on arrive à envoyer la sonde vers l'astéroïde en 2057, comme le scénario que je vous ai montré juste avant, et que la mission de survol d'Oumuamua est enfin enclenchée. Comment on fait? Déjà, il faut pouvoir se repérer là-bas. En 2057, Oumuamua sera à plus de 34 milliards de kilomètres du Soleil, c'est-à-dire 228 unités astronomiques, 200 fois plus loin que la Terre. À cette distance, c'est pas la nuit noire, mais la lumière du Soleil est quand même 50 000 fois plus faible que sur le plancher des vaches. Survoler un objet faisant la taille de la Tour Eiffel aussi loin dans le système solaire, ça s'annonce très compliqué. Et quand vous êtes là-bas, comment vous faites pour communiquer avec la Terre? Chaque commande mettra plus d'une journée à cause de la limitation de la vitesse de la lumière dans l'espace. Si jamais quelque chose foire, Houston ne pourra pas faire grand-chose. Il faut construire une sonde autonome qui enregistre des commandes à l'avance et qui prenne des initiatives toute seule. Donc vous rajoutez un ordinateur de bord et une intelligence artificielle. Pour faire tourner tous ces systèmes, les panneaux solaires ne seront pas vraiment d'une grande utilité à cause de la très faible lumière. Il faudra donc emporter un générateur à radioisotope nucléaire et qui puisse durer au minimum un demi-siècle, juste histoire d'être large. Une autre alternative prévoit des voiles solaires, qui utilisent le rayonnement des étoiles et notamment du Soleil pour accélérer. Dans le cas d'une mission aussi lointaine, avec Oumuamua, plus lointaine que n'importe quelle autre dans l'histoire, la voile solaire est préférable à une sonde classique. Mais bien que cette technologie soit prometteuse, elle n'a encore jamais été opérationnelle. Toutes ces caractéristiques et ces contraintes font que la sonde hypothétique Lyra est aujourd'hui considérée comme l'un des projets spatiaux les plus difficiles à réaliser. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche et regarder les autres vidéos. À la prochaine!